Bonjour, bonsoir. Merci de votre présence. Merci à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Merci à Tempo Afrique de rester toujours ce grand baobab qui réunit des Africains de sang ou de cœur capables de discuter autour d'un sujet sans esprit guerrier. Merci à tout le public du monde entier. Merci à ma famille qui me soutient continuellement. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Quand le panafricanisme s'impose, il n'y a qu'une figure à citer, il n'y a qu'une figure à regarder avant les autres. Il s'agit de M. Hamza Boukari Yabara. C'est un monsieur que j'ai rencontré il y a déjà 3 ans en arrière. Il m'a fasciné par sa simplicité. Il a un langage qui peut être accessible à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas vraiment de son domaine. J'estime pour ma part que c'est quelqu'un dont l'Afrique a besoin, sans chercher à en rajouter. Et il mérite vraiment qu'on le connaisse parce qu'il a quelque chose à donner malgré son jeune âge. Bonsoir, Hamza, bienvenue. Bonsoir Hermine, merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup à Tempo Afrique TV pour le temps d'antenne. Et merci à toutes celles et ceux qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous soutiennent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à cette jeune bibliothèque qui est Hamza, je vais faire un peu le lien avec ce que j'ai raconté la semaine dernière. Il s'agissait justement de différents visages d'un patriarche dans une société africaine. Je m'attendais à ce que les questions qui me viennent soient à me pousser à raconter une histoire ou bien à essayer de transmettre quelques bribes de connaissances. Mais c'est plutôt mes peurs et mes angoisses qui ont intéressé les téléspectateurs. Ils ont posé des questions des gens. Est-ce qu'après que le serpent vous ait mordu, vous avez développé la phobie de serpent? Ma réponse est non. Ma réponse est non parce que je l'ai piétiné. Il n'est pas venu me chercher à la maison. Si on me piétine, j'essaye aussi de faire quelque chose pour me défendre. C'est ce que le serpent a fait avec moi. Et en même temps, le temps passe et je réalise que c'est un animal qui, comme tant d'autres, peut avoir une place particulière dans une société précise. Par exemple, à Ouida, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, c'est quand même le totem collectif d'un peuple, le serpent. Même si c'est le python qui n'a pas de venin, c'est quand même un serpent qui fait peur. Et je crois que si nous voulons vraiment aimer la nature, essayons d'aimer même le serpent parce qu'ils ne sont pas plus méchants que certains êtres humains. Là, c'était le serpent. Par rapport aux champignons, on m'a aussi demandé si, après avoir évité de manger les champignons de mort que je voulais préparer, comment j'ai pu faire pour aimer les champignons. De toute façon, j'ai toujours aimé les champignons. Sauf que j'ai dû attendre que le plus expérimenté m'apprenne à distinguer le bon du mauvais. C'est la vie, ça. C'est la vie, il faut distinguer ce qui nous fait du bien de ce qui risque de nous nuire et éviter ce qui nous nuit. Il va sans dire que d'une société à l'autre, d'un espace géographique à l'autre, les variétés des champignons ne sont pas les mêmes. Peut-être que si un jeune Africain vient en Suisse, qu'il aille dans une forêt quelconque, il peut aussi cueillir un mauvais champignon parce que ce n'est pas de sa culture. Bon, c'était juste une parenthèse, une tentative aussi de faire le lien entre ce qui s'est passé la semaine dernière et aujourd'hui. Nous avons devant nous un grand monsieur, je viens de le dire, franchement, ces mots-là me viennent du cœur. Je n'ai pas encore appris à être fausse à ce point-là. Donc, si je le dis, c'est parce que je pense que
à travers ces différentes casquettes, il peut nous apporter beaucoup, il nous apporte déjà beaucoup, que les ancêtres continuent à les protéger et que la terre africaine donne vie à plein d'autres Amzad afin que nous sortions de nos conditions, conditions que nous cautionnons. C'est l'Africain qui cautionne sa médiocrité. Des intelligences, il y en a. On a tout en Afrique, sauf la conscience de nos propres responsabilités. Là, c'était en guise d'introduction. Amzad, je vais lui laisser la parole vraiment parce que déjà en tant que président du panafricanisme ou docteur en histoire, auteur de plusieurs livres justement sur le panafricanisme et le néocolonialisme, il va nous en parler progressivement. Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'il se présente un peu plus, qu'il parle de sa formation d'historien et qu'il nous cite quelques ouvrages pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis originaire du Bénin. Je suis né à Cotonou en 1981. Ma mère est martiniquaise. J'incarne quelque part le panafricanisme qui réunit la diaspora et le continent. J'ai donc une formation d'historien. Je me suis très tôt intéressé en fait aux enjeux qui concernent nos communautés, qui concernent notre peuple et la manière de lui redonner, je dirais, sa place dans l'histoire. Très souvent, quand on va à l'école, on ne parle pas de l'Afrique, on n'entend pas parler de l'Afrique. Et ça donne envie, une fois qu'on est plus grand, d'écrire ce qu'on aurait voulu apprendre nous-mêmes à l'école. Ce n'est pas une revanche, mais c'est une forme de justice par rapport à ce que l'Afrique et à ce que nos ancêtres ont subi. C'est également une forme de remise à niveau, puisque nous savons qu'un certain nombre de sources scientifiques, pour ne pas dire quasi toutes, viennent du continent africain. Donc il y a un travail de justice à travers la vocation d'historien. L'historien, c'est celui qui redonne une voix à ceux qu'on a voulu faire taire. C'est celui qui fait parler les morts auxquels on n'a pas donné de sépulture ou qu'on a voulu dissoudre dans l'acide. C'est celui qui fait vraiment parler les ancêtres de la manière la plus rationnelle et scientifique possible. Et c'est un peu la manière dont j'essaie justement de toucher les jeunes générations et de leur montrer que l'histoire n'est pas quelque chose du passé, n'est pas quelque chose d'ancien, mais c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'actuel et c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'engagement. Et donc je me définis comme un historien engagé, comme un intellectuel organique, avec l'idée que l'histoire est une école de la vie. Ça fait partie de la formation que nous devons avoir. Et la notion d'organique, c'est d'expliquer que le travail que je fais est en relation avec d'autres personnes qui vont travailler la psychologie, la philosophie, la médecine, la musique, etc. L'histoire s'inscrit vraiment dans un ensemble organique et donne le tempo, donne le rythme. Donc c'est un peu ma manière dont je conçois la philosophie de l'histoire. Après, j'ai effectivement d'abord travaillé sur le Brésil, où nous avons une très importante diaspora africaine. Je peux confirmer ça. Exactement. Je peux confirmer, juste une parenthèse, je peux me confirmer et même ajouter que certains Brésiliens sont plus africains que nous. Absolument. Ils vivent de ce que l'Afrique a apporté là-bas alors que nous, on fut ça. Exactement, parce que ceux qui ont été déportés ont pu, par exemple, sauver des choses que la colonisation a ensuite détruites sur le continent. C'est pour ça qu'on ne peut pas reconstruire la totalité africaine sans aller chercher à Haïti, au Brésil, à Cuba, aux États-Unis, ce que nos ancêtres ont sauvé ou sauvegardé lorsqu'ils ont été déportés. Et je pense que c'est un élément qui est très important, la présence africaine à l'extérieur du continent.
Et c'est de cette présence africaine qu'est né le panafricanisme. Le panafricanisme est né dans la diaspora, il est né en Haïti, il est né dans le cadre d'une révolution contre l'esclavage. C'est aussi une manière de tordre le cou à ceux qui expliquent que nous sommes des sociétés esclavagistes. Nous avons produit il y a 800 ans la charte du Mandé qui déjà à l'époque combattait l'esclavage et appelait à des réparations et mettait en avant justement la notion de vie, de vitalité, de dignité, de vie humaine. Donc d'abord le Brésil, puis ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat sur un personnage qui s'appelle Walter Rodney, qui est un historien qui est né au début des années 40, qui a été assassiné en 1980, et qui avait notamment écrit un ouvrage très important qui s'intitule « Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique ». Il explique un peu l'analyse historique et politique de ce qu'on appelle le sous-développement. Et il montre aussi comment l'Afrique a perdu son indépendance dans tous les domaines, dans tous les secteurs, notamment à partir de la bataille scientifique, technologique et intellectuelle. Et cet ouvrage-là est un ouvrage très important parce qu'il pose aussi la question des réparations, qui avait déjà été abordée par un autre historien de la Caraïbe qui s'appelait Eric Williams, qui avait écrit Capitalisme et esclavage, par Cyril James, qui avait écrit Les Jacobins noirs. Donc, ma référence en tant qu'historien engagé, c'est la figure de Rodney. Maintenant, je ne fais pas de l'histoire pour l'histoire, c'est-à-dire que l'érudition est une chose utile, mais je pense qu'il est important de chercher dans le passé ce qui peut servir à construire le présent et le futur. C'est ce que Cheikh Anta Diop lui-même disait, et pas remonter à l'Égypte pour se complaire dans le passé, pour trouver dans l'Égypte ce qui peut nous servir dans les défis contemporains qui sont les nôtres aujourd'hui. Ah oui. Ça aussi, je pense que c'est une approche très importante. La science, l'histoire doit servir à transformer le passé. C'est une force politique, c'est un moteur idéologique, et c'est en cela que très rapidement, la question du panafricanisme m'est apparue comme étant, du point de vue de l'histoire, celle qui est la plus entraînante dans les défis que nous avons aujourd'hui à relever. Et c'est de là que ensuite est né mon engagement militant et qu'en 2012, j'ai rejoint la Ligue panafricaine Moja, qui donc a été aussi créée donc, cette même année 2012, d'abord comme militant de base, puis comme secrétaire général, puis depuis donc, quelques mois comme président de cette organisation. Donc j'ai vraiment les différents volets, le volet scientifique qui est très important, le volet identitaire et le volet, je dirais, politique, mais pas dans le sens, comment dire, malicieux ou vicieux du terme, plus dans le sens d'apporter sur la table tout ce dont nos sociétés ont besoin, tout ce dont nos jeunes et nos populations ont besoin pour exister en tant que sujet et pour faire les choix qui s'imposent par rapport aux questions qui nous sont posées aujourd'hui. Et donc, ma conception de l'histoire, c'est qu'il faut aller vraiment à la racine. Je dis souvent qu'on ne déracine pas un problème comme si on prenait un arbre et qu'on tirait sur les branches. Il faut aller à la racine. Et pour aller à la racine, pour couper le tronc d'un arbre, il faut une hache qui soit aiguisée. Et il y a cette citation de Abraham Lincoln qui disait que si on lui donnait 6 heures pour abattre un arbre, il prendrait d'abord les 4 premières heures pour aiguiser la lame. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, prendre le temps d'aiguiser la lame, plutôt que de nous acharner à taper sur quelque chose alors que la lame n'est même pas aiguisée. J'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé pour avoir écouté quand tu donnais des conférences à Lausanne, mais également dans des vidéos où tu parlais. J'ai toujours aimé cette langue si fine, il y a quelque chose de très subtil qui porte un message sans ambition particulière, le message pour le message, mais avec une certaine pureté. Vraiment, Dieu t'a donné ça, continue. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais quand même revenir sur la dimension historique de ta formation, beaucoup plus comme une revendication, ce n'est pas une question. Pourquoi il y a si peu de femmes dans le livre d'histoire, y compris au temps de ce pharaon,
Parce que la reine Hatshepsut, la pharaon Hatshepsut, ce n'est que dernièrement qu'on a écrit sur elle. Au Bénin, j'ai été très étonné de voir qu'il y a eu une reine qui a quand même eu son passage. Et j'ai vu qu'il y avait au mur les différentes phases de cette dynastie-là. Chaque fois avait un roi. Et à un moment donné, il y a eu un espace vide. Quand j'ai posé la question, on m'a dit c'est parce que c'était une reine. En tant que femme, je suis obligée de me poser cette question-là. Et vraiment, si tu peux nous apporter quelques lumières dessus, ce serait le bienvenu, quoi. Oui, alors effectivement, c'est un problème à la fois historiographique et je dirais aussi politique. Alors sur la période, je dirais, plus contemporaine et plus récente, l'une des difficultés qu'on a du point de vue de l'histoire de manière générale, c'est que les femmes ont très peu laissé d'archives, de mémoires, d'autobiographies, de documents qui racontent, je dirais, leur propre parcours. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. On a beaucoup de femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire, dont on sait qu'elles ont été à l'origine de tel ou tel mouvement, de telle ou telle action, mais les documents dont on dispose sont très réduits. Par exemple, un an avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine, il y a eu l'Organisation des femmes panafricaines qui a été créée en 62 à Dar es Salaam. Avec Jeanne Martin Cissé, Awa Keita et beaucoup d'autres femmes qui ont joué un rôle très important dans les luttes de décolonisation. Mais il n'y a quasiment aucune archive sur cette organisation-là quand on la compare à celle de l'OUA. Si on prend également les années 50, les femmes qui ont marché sur Grand Bassam au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, ou celles qui ont résisté donc, au niveau donc, de l'Afrique du Sud au moment notamment où elles ont brûlé les passes de circulation interne. Oui. Leur histoire, pareil, est très peu relatée. Les femmes de l'UPC, tous les mouvements de libération ont eu des branches féminines. Et ces branches-là ont joué un rôle soit du point de vue justement de la lutte armée, soit du point de vue de la formation, de l'éducation, ou aussi du point de vue économique. Et là, si on prend la plus grande organisation du XXe siècle, qui était celle de Marcus Garvey, on sait dans les archives que lorsque le mouvement est né, c'est principalement sa femme et sa secrétaire, qui deviendra ensuite son autre épouse, donc Amy Jacques Garvey et Amy Ashwood, qui ont lancé l'organisation, parce que c'est elles qui organisaient notamment les galas, les dîners, les réceptions, les collectes d'argent, et qui avaient aussi le carnet d'adresses. Pareil sur les militants panafricains, ce sont très souvent les femmes qui détenaient l'agenda, qui détenaient le carnet d'adresses. Les femmes noires américaines, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont travaillé notamment comme infirmières, ce sont elles qui détenaient la plupart des réseaux de correspondance entre les anciens combattants africains, afro-américains et caribéens. Enfin, si on prend aussi un exemple emblématique, la mère de Fela Kuti, et qui est donc la grand-mère de l'afrobeat, Funmilayo Ransome Kuti, dans les années 30-40, elle est arrivée à réunir plus de 50 000 femmes dans son organisation. Wow. Le problème, c'est que le système colonial est un système fondamentalement patriarcal. Que lorsqu'il a fallu se poser la question de négocier avec le système colonial, eh bien, ce sont effectivement des hommes qui ont été mis en avant. Jusqu'à comment dire, la colonisation, Madagascar avait des reines. Il y avait des reines à Madagascar parce que l'ADN, l'identité, l'histoire de Madagascar se fait par l'élément féminin. Donc l'élément, le chromosome mitochondrial. Et une fois que la colonisation arrive, eh bien, la conception même d'avoir une reine ou d'avoir une femme au pouvoir a quasiment disparu de la gestion du pouvoir. Si on prend la période un peu d'avant la colonisation, que cela soit Ya Santewa, que cela soit d'autres figures de résistance, on a des femmes qui ont joué aussi le rôle de reine-mère. On peut penser à Teitu Betul au niveau de l'Éthiopie, qui est la véritable résistante lors de la bataille d'Adwa et qui a justement été l'élément radical par rapport à son époux Ménélique II, qui lui était beaucoup plus sur la négociation. Enfin, quand on remonte encore plus loin, sur les 17e, 16e, 15e siècles, on a une présence de l'élément féminin qui est réelle, mais pour laquelle, effectivement, les sources sont, je dirais, sont moindres. C'est un élément aujourd'hui sur lequel nous travaillons de plus en plus pour justement rééquilibrer
cette version de l'histoire pour tordre le cou aussi à des discours eurocentrés ou colonialistes qui prétendent nous apprendre à nous, Africains, comment À traiter les libérer la femmes, femme. etc. Voilà, exactement. Voilà. Et ça aussi, c'est très important. Quelqu'un comme Thomas Sankara a eu une politique sur cette question-là, pour moi, était beaucoup plus pertinente, avancée que celle qu'on retrouve dans pas mal de pays européens aujourd'hui. C'est vraiment une question qu'on doit se reposer souvent parce que, bien sûr, quand tu en parles, j'ai un peu plus d'espoir, puisque j'ai l'impression que c'est entre de bonnes mains, enfin, tu vois. Mais il y a un grand vide dans le domaine. Il y a vraiment un grand vide et je ne cherche pas du tout à entrer dans la bataille de dites féministes, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je dis, en tant que femme africaine, la place est là. La place de la femme est là et ce n'est pas l'Africain authentique qui conteste ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Donc, à partir de là, je sais que ma place, quand j'aurai quelque chose à faire, est là. Mais je trouve vraiment dommage que toute cette force, toute cette possibilité, cette énergie féminine ait été étouffée dans la littérature du domaine. C'est vraiment dommage. Bon, peut-être qu'il fallait 7 ans de latence pour que l'histoire soit mieux écrite et que les femmes consentent aussi à y participer. Là, tu es en train de citer des femmes élites. Il faut aussi que madame de tout le jour, madame X ou madame Y prenne sa place et accepte qu'elle a son mot à dire sans nécessairement essayer de faire concurrence à son homme. Le but n'est pas là. Le but n'est pas là. Et hein? Tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, je suis absolument d'accord. Après, nous avons aussi besoin d'historiennes, c'est-à-dire de femmes qui s'engagent dans le métier d'écriture de l'histoire, de production de l'histoire. C'est aussi quelque chose qui me semble important. Très, très important. Mais il y a de plus en plus d'historiennes. J'en ai invité une là qui fait aussi sa thèse en histoire à l'Université de Genève. Mais je ne sais pas si elle a vraiment. Elle m'a dit qu'il y avait un chapitre réservé aux gens. J'espère qu'elle va fouiller un peu plus loin et nous sortir quelque chose d'extraordinaire, pas des clichés. Et le chapitre suivant, c'est le président de la Ligue panafricaine, Imoja. Comme je t'ai dit vendredi, j'avais l'impression que Imoja était un sigle. Tu me dis non, c'est un concept tanzanien ou swahili? Oui, Umoja, c'est un mot swahili qui veut dire unité. Ah! Tout simplement. Donc, c'est le concept même du panafricanisme, la construction de l'unité africaine, au-delà de nos diversités, parce que l'unité n'est pas l'uniformité. Et l'intérêt justement du Swahili, c'est que c'est une langue qui n'est pas liée à une ethnie en particulier, une langue transnationale. Oui, c'est rare en Afrique aussi. Hein. Exactement, qui est parlée dans toute l'Afrique de l'Est et une grande partie de l'Afrique australe et centrale, et qui est aussi donc évidemment une langue écrite, une langue étudiée, une langue officielle dans certains pays, et aussi, je dirais, une langue qui a un intérêt politique, puisqu'au niveau de l'Union africaine, bon, certes, ce sont des textes et des écrits, mais la langue swahili est quand même considérée comme étant la langue de référence qu'il faut promouvoir au nom du continent africain, au nom de l'unité africaine. Et, la figure qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là, c'est Julius Nyerere, président de la Tanzanie, qui à l'époque avait notamment fait traduire des livres de Shakespeare et de bien d'autres en swahili, en expliquant que la traduction vers les langues africaines est importante pour réduire la nécessité des Africains d'avoir à apprendre les langues coloniales pour comprendre justement la littérature mondiale. C'est-à-dire que nous devons aussi retranscrire dans nos langues les concepts des autres pour voir justement comment ces concepts-là doivent être discutés, débattus.
parfois rejetées quand il le faut, ou existent déjà dans nos propres langues. Et donc cette question de la promotion des langues, elle est importante, et le Swahili est, de ce point de vue-là, l'un des outils les plus nécessaires pour construire justement cette unité africaine. Donc nous l'avons mis dans le nom de l'organisation, Ligue panafricaine, donc en français, et Umoja en Swahili. Il était grand seigneur, c'est quand même une perte, même s'il n'est pas mort très jeune. J'espère que ce qu'il a semé germe quelque part et qu'un jour on aura beaucoup de Nyerere aussi en Afrique. Il n'a pas été aimé. Je me souviens quand on était jeunes étudiants, on aimait beaucoup brandir son nom, tout ça là, mais on savait qu'au fond, c'était pas, même les présidents africains ne l'aimaient pas beaucoup. Peut-être parce qu'il disait une certaine vérité et que la vérité n'est pas toujours la bonne chose à dire. Oui, disons que Nyerere était un homme intègre, un instituteur, quelqu'un assez proche du peuple, quelqu'un qui a vraiment soutenu les mouvements de libération. Ça, oui. Un fervent, un grand chrétien, je pense même qu'il a été moins canonisé. Donc quelqu'un qui avait vraiment une foi, un certain humanisme. Je pense qu'il manque peut-être aujourd'hui à beaucoup de nos dirigeants cette force d'empathie, cette capacité d'avoir de la bienveillance pour son peuple et pour les autres peuples. C'est quelque chose qui aujourd'hui, même si évidemment en tant que président, il a dû aussi prendre des décisions qui s'imposaient. Oui, qui s'imposaient. C'est qui est, à la limite, ce n'est pas ça qui est condamnable. Ce n'est pas ça qui est condamnable parce qu'au fond, il pensait à son peuple. Ici en Suisse, j'ai eu l'occasion d'apprendre, surtout à Fribourg, quand j'ai travaillé pendant les vacances dans certains milieux, qu'il y a beaucoup de présidents africains qui ont laissé de l'argent, y compris les progressistes. Je ne suis pas là pour les citer, mais personne n'a jamais dit ça de Nyerere. Pour moi, ce n'est pas rien. Non, Nyerere, sur ce point-là, une fois qu'il n'était plus président, il a continué à défendre les intérêts de l'Afrique dans des missions internationales. Et je pense que ça, on lui doit beaucoup à ce niveau-là. Mais quand tu parles de Umoja, ça suppose que dans le panafricanisme, il y a quand même plusieurs comment dire ça? Plusieurs écoles, plusieurs églises. Ça, je ne savais pas. Absolument. Alors, la particularité de la Ligue, ce que nous avons mis dans nos statuts, c'est que déjà, nous prenons les résolutions de nos prédécesseurs et prédécesseuses, c'est-à-dire les traditions de ce qu'on appelle les congrès panafricains qui ont eu lieu au XXe siècle, dont sont sorties des résolutions qui, dans bien des cas, sont toujours valables aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les figures du panafricanisme qui ont effectivement incarné des positionnements particuliers. La position de Kwame Nkrumah n'était pas tout à fait la même que celle de Cheikh Anta Diop, qui n'était pas tout à fait la même que celle de Frantz Fanon ou de Lumumba, parce que chacun de ces figures a dû, je dirais, combiner dans un environnement différent. Kwame Nkrumah était chef d'État, ce qui n'était pas le cas de Cheikh Anta Diop, donc il n'avait pas, je dirais, les mêmes priorités ou marges de manœuvre. Frantz Fanon venait de la Martinique, il s'est engagé dans la guerre d'Algérie. C'est encore autre chose que Amilcar Cabral, qui lui était au niveau des colonies portugaises. Donc, tout cela fait que le panafricanisme se nourrit, je dirais, des différentes expériences. C'est une somme d'expériences, le panafricanisme. Le préfixe pan, c'est la totalité, et africanisme, c'est des survivances culturelles africaines. Le panafricanisme, c'est cette somme d'expériences produites par et pour les Africains, dans laquelle nous devons aujourd'hui piocher pour faire le tri, pour faire le bilan et pour voir quels sont les éléments que nous devons garder. Quels sont parmi toutes ces figures, Nyerere, Nkrumah, Cabral, etc., ceux qui ont eu la meilleure vision économique qui peut marcher pour l'ensemble du continent africain? Quels sont ceux qui, sur le plan militaire, ont le mieux pensé la défense du continent africain? Quels sont ceux, sur le plan social ou culturel ou autre, ont la meilleure vision qui peut s'adapter à toute l'Afrique? C'est de cette synthèse-là
que nous devons, je dirais, produire ce qu'on appelle le projet de la Renaissance africaine, qui est, je dirais, le volet culturel du panafricanisme, puisque le volet politique, c'est la construction de ce que Kwame Nkrumah appelait les États-Unis d'Afrique, un gouvernement continental qui s'occuperait spécifiquement des questions de défense, de diplomatie, de monnaie et plus généralement de développement. C'est un peu cet équilibre-là qu'au niveau de la Ligue, on essaie de faire, ce qui fait que nous sommes un peu une organisation, je dirais, un peu médiatrice. Nous ne sommes pas fondamentalement dans le conflit. Nous essayons justement de concilier les différentes lectures et d'être une plateforme qui permet d'arrondir les angles. Parce que chacun, généralement, a une vision du panafricanisme un peu en angle droit, un peu de manière frontale, alors qu'en réalité, le panafricanisme est un travail de diplomatie. Il faut savoir arrondir les angles, il faut trouver, je dirais, les meilleures voies d'entrée pour poser les problèmes et surtout trouver la solution qui peut convenir au plus grand nombre. C'est vraiment un travail, je dirais, de diplomatie, de patience. C'est un travail assez ingrat par rapport effectivement à d'autres approches qui sont beaucoup plus, je dirais, spectaculaires, mais pas forcément constructives dans la durée. Mais là, tu me rassures. Tu me rassures. J'ai eu à inviter au Salon du Livre un grand nom du panafricanisme il y a 4 ou 5 ans en arrière, qui à la limite m'a vraiment déçu. Il m'a déçu parce que il se considérait comme un prophète que tout le monde doit écouter. Parmi les membres de mon collectif, un jeune métis lui a demandé quelle place le panafricanisme réservait aux métis. Il s'est permis de dire en public que les métis, c'est une minorité. Tu vois? Et parmi ces maladresses, moi je considère ça comme maladresse, parmi ces maladresses, il nous a aussi dit que le panafricanisme, maintenant que tu me dis qu'il y a plusieurs branches, je ne sais pas comment nommer sa branche à lui. Il me disait que le panafricanisme est en train d'écrire un livre sacré. Et vu tout ce qu'il avait déjà dit sur les différentes langues, je lui ai demandé en quelle langue son groupe écrit le livre sacré. Il m'a dit, abat-toi en français. J'ai dit, pardon? Il dit, en français. Tu vois, j'ai l'impression que ce que tu dis, et je te crois, a déjà plus de lumière, a déjà plus de crédibilité pour ceux qui ne connaissent pas la chose. Je ne sais pas si tu arrives à expliquer pourquoi certaines personnes, au nom du panafricanisme, se permettent d'être le, comment je veux dire ça, le messie quelque part, le gourou de quelque chose, et au point de dénigrer les métis. Au fond, en tant que psychologue et mère de famille, je n'ai pas le droit de dire qu'un métis n'est pas africain. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que l'identité d'un individu a tout son poids. Et si qu'il soit à 15% africain, s'il sent que c'est plutôt l'Afrique qui le nourrit dans l'essentiel, je ne peux que l'encourager à être africain. Jusque-là, je me croyais à la marge avec ma réflexion. Mais quand je t'entends parler, je vois qu'il y a quand même des ouvertures. Il y a quand même des possibilités au moins de chercher ensemble. Et ça me touche. Non, mais non, je pense que la question est effectivement importante. Les personnes métisses, la définition varie selon les lieux, selon les sociétés. Aux États-Unis, par exemple, ça n'existe pas. Dès que vous êtes métisse, vous êtes tout simplement noir. Tout simplement. En Afrique du Sud, à un moment donné aussi, non? Voilà, donc ça dépend vraiment du contexte. Après, il y a effectivement une histoire de la construction du métissage dans le cadre du viol colonial esclavagiste qui est réel, qui est documenté. Mais quand on regarde l'histoire des mouvements panafricanistes, il y a toujours eu des figures métisses qui ont été présentes, qui ont joué un rôle. Donc je pense que cette classification-là est obsolète, d'autant plus qu'il y a des personnes non métisses, c'est-à-dire des personnes noires qui ne sont pas pour autant panafricanistes ou Afrique. Même pas africains. Ce n'est pas tellement une question de... Ils ne se sentent même pas africains.
se sentent même pas africains. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment plutôt la manière dont la personne se définit, la manière dont la personne fait un travail de conscientisation et aussi, effectivement, les choix, les positions qu'elle décide de tenir. Moi, ma position, c'est que ça ne sert à rien de se créer des ennemis, des personnes qui ne sont pas nos ennemis, ça ne sert à rien d'en faire nos ennemis. Ça, c'est un premier élément. Donc, je ne vois pas d'intérêt de faire des métis les ennemis du panafricanisme ou nos ennemis. Je pense que c'est beaucoup plus dans dire le travail de conscientisation qu'il faut faire un effort pour que la partie africaine de cette personne-là soit valorisée et lui donne envie justement de s'engager à ce niveau-là. Parce que lorsqu'il y a un déséquilibre culturel entre les deux identités, qui font qu'une identité, le penchant peut être automatique vers l'identité, je dirais, qui apporte une certaine fierté, une certaine valorisation. Mais quand on maîtrise les deux éléments, je pense que là, il y a quand même une certaine, comment dire, un certain bien-être. C'est important d'être bien dans sa peau, parce que nous n'avons pas choisi la peau dans laquelle nous sommes. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Personne n'a demandé à naître de telle ou telle couleur, de telle ou telle origine, donc nous sommes comme ça. Le travail que nous avons à faire, c'est de connaître notre histoire, de connaître nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, et ainsi de suite. Et ce travail-là, il est important dans la construction de l'individu. Je dirais même quelle que soit finalement sa couleur de peau. Ça dépasse même la question du panafricanisme à ce niveau-là. C'est certain. Quand j'ai fait cette remarque-là, c'est parce que derrière ce concept-là, comme derrière tant d'autres, il se cache beaucoup de perversité, il se cache beaucoup de maladresse, comme je viens de dire là. Et l'orgueil aidant, on fait du tort aux autres sans se rendre compte. Alors, si je peux me permettre, en fait, le panafricanisme est apparu en tant que concept à la fin du 19e siècle. Et à l'époque, il y avait un autre terme qui était aussi utilisé, c'était le pannégrisme. C'est-à-dire l'idée que tous les Noirs du monde doivent être solidaires et, je dirais, et subissent un sort commun du fait de leur couleur de peau. C'était en lien évidemment avec le racisme, qui est une réalité, on ne peut nier, et qui frappe évidemment de manière plus forte les personnes noires que les personnes métisses, même si, évidemment, il y a des discriminations, mais il y a quand même cet élément-là qui doit être quand même pris en compte dans l'approche. Le panafricanisme s'inscrit dans la lutte contre le racisme anti-noir. Et de ce fait, effectivement, il est important que les personnes noires soient quand même au devant de la lutte qui est la défense de leurs intérêts, de leurs identités, de leur dignité que personnes noires. Parce que le corps noir ne subit pas les mêmes stéréotypes, les mêmes clichés, les mêmes attaques que le corps métissé ou blanc qui peut être aussi promu dans certaines voies comme étant la norme à suivre dans des sociétés comme aux Antilles où ça va entraîner la problématique, par exemple, de la dépigmentation de la peau. Ça aussi, c'est des questions de mal-être, de rejet de soi qui sont apposées lorsqu'on montre la beauté noire comme étant tout le temps une beauté claire, etc. Ça pose des soucis. Donc, il y a quand même des enjeux, je dirais, symboliques et concrets, des enjeux de pouvoir qui se posent à ce niveau-là, mais qu'il faut pas négliger parce qu'ils sont importants. Non, bien sûr que non. Là, je vais poser une question qui fait plutôt détail. Chaque fois que je t'écoute, il y a le mot politique qui revient souvent. Et vendredi, tu m'as sorti un truc des gens politique religieuse. Quand je t'ai dit qu'il faut plus de spiritualité, tu m'as dit c'est important la politique religieuse. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Oui, en fait, en quoi la politique peut être religieuse ou bien la religion peut avoir une politique? Non, en fait, je pense que la question de la politique, c'est qu'elle est en lien avec la philosophie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui repose sur les questions que l'on se pose sur l'explication des injustices, des inégalités, de la condition humaine.
Et la science fait un certain travail en expliquant les phénomènes. Et la science est apparue notamment pour limiter la religion, pour expliquer qu'il y a des explications rationnelles à ce qui arrive. Néanmoins, il reste une part, je dirais, d'irrationnel. La politique est là, je dirais, pour donner des éléments, des orientations, de l'ordre pour organiser un modèle social, un modèle économique, un modèle de relation. Et dans cet espace-là, il y a pour moi une notion de religion civile qui doit être présente dans le panafricanisme, dans le sens où nous devons nous considérer, nous devrions nous considérer, les uns comme les autres, comme frères et sœurs. C'est quelque chose qui est particulier, qui est lié au fait que nous avons été déportés en esclavage et colonisés par des systèmes qui se sont appuyés sur la religion, notamment donc l'islam et le christianisme, qui ont parfois effectivement détourné les principes originels de ce qui est inscrit dans le livre pour justifier notre infériorité. Du fait que nous n'aurions pas, nous, en tant qu'Africains de religion, nous étions païens, nous adorions les divinités de la nature, des fétiches, etc., tout ça. Et du coup, ça pose effectivement la question d'avoir une force politico-spirituelle et l'élément qui a accompagné la révolution haïtienne, qui est le moment de naissance du panafricanisme, ben c'est le vaudou. C'est une prière qui a été faite aux dieux d'Afrique, qui a été faite aux ancêtres. Et donc, la référence aux ancêtres, pour moi, est un élément qui doit être présent en politique, puisque dans le cas, par exemple, du Bénin, pays dont je suis originaire, lorsque le chef de l'État prête serment sur la Constitution, prête serment également sur la manne des ancêtres. La notion ancestrale, elle est très importante parce qu'elle est aussi liée à la terre. C'est dans la terre que nos ancêtres retournent. C'est de la terre que nous tirons notre énergie, notre source vitale, notre nourriture. Et donc, nous devons traiter la terre avec la même attention que nous pratiquons nos religions, nos spiritualités, etc. Et c'est en ça que je pense qu'il y a un lien vraiment à développer. Donc là, je l'ai vraiment résumé entre le politique, le religieux et le philosophique, parce que je pense que la philosophie est vraiment l'élément central de tout ça. Donc le panafricanisme est aussi une idée. On est vraiment dans la bataille des idées. On est aussi dans la constitution d'une doctrine qui a pour but d'être enseignée par la suite. La difficulté que nous avons eue, c'est que ce mouvement, qui est le panafricanisme, a été constamment combattu et rares sont les individus, les mouvements, les collectifs qui ont pu donner la pleine mesure de leur pensée. Ça aussi, c'est un élément qui est à prendre en compte aujourd'hui. Et donc, il y a toute une pensée qui se développe autour d'une pensée politique du panafricanisme. D'accord, je comprends beaucoup mieux maintenant. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Et bien sûr que quand tu prends la chose par cet angle-là, c'est beaucoup plus clair que la politique, comme si c'est un président qui devait désigner la forme de religion ou de spiritualité qui correspond à son peuple, etc., quoi. Donc, c'est pas ce dont j'avais peur. C'est pas du tout ce dont j'avais peur. Mais il y a aussi ta vie d'enseignant, ta vie de professeur. C'est quoi ça, cette politique africaine en France dont tu es professeur quelque part là? Oui, alors l'école politique africaine, c'est une association qui donne... Oui, c'est un statut associatif. J'ai cru que c'était une faculté dans une université. Non, on est plutôt sur le modèle cours de formation, formation du soir, et on est plutôt sur cette approche-là. C'est quelque chose qu'on a lancé en 2018. Moi, j'ai été donc dans la fondation du projet avec un camarade ivoirien, Nour Gédéon Okrou, et son équipe à lui. Moi, ce qui m'a intéressé dès le départ, c'est le fait qu'en 2018, il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, les frais d'inscription pour les étudiants africains en France ont augmenté de manière dramatique. Wow. Et les étudiants africains, donc déjà, ils sont étrangers.
Donc, quand vous êtes étranger, le soutien de la famille, c'est difficile parce que la famille n'est pas là. Et en plus, vous devez payer plus et ce sont souvent eux qui vont faire des petits boulots et qui vont rapidement abandonner les études. Donc, pour moi, il y a un travail vraiment oui, de solidarité avec nos étudiants, nos jeunes étudiants africains qui sont ici en Europe, parce qu'ils vivent parfois des conditions inhumaines et dégradantes, pour dire les choses clairement. Et du point de vue... Sans te couper la parole, ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts quelque part parce que beaucoup travaillent pour financer les études et réussissent quand même. Absolument, absolument. Bon, tout le monde n'est pas égal devant cette force-là. On peut pas... Il y a des gens qui ont plus besoin que d'autres, ça c'est sûr. Hein. Et c'est pour ça que je salue ton idée, je salue votre idée de solidarité. Voilà, donc ça c'était, je dirais, pour le volet social, c'est-à-dire avoir un lieu où les étudiants africains peuvent aussi s'inscrire et suivre des cours sur les sciences politiques, la communication, la psychologie et d'autres formations. Deuxième élément, nous souhaitions aussi permettre à des jeunes qui n'ont pas justement eu accès à l'université de pouvoir suivre une formation sur les questions de politique ou d'histoire africaine. Nous avons beaucoup de jeunes qui ne vont pas malheureusement jusqu'à l'université, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne devraient pas être formés sur les enjeux. Donc nous avons aussi ciblé, je dirais, ces profils-là. Le troisième profil ciblé, ce sont des militants d'associations. Voilà. Le quatrième profil, ce sont des afro-descendants ou les Africains qui veulent retourner en Afrique, leur mettre à disposition une formation pour qu'ils puissent, je dirais, sur le plan théorique, se préparer aux réalités africaines. Et la cinquième cible, c'était les institutions, notamment être en mesure d'accueillir des fonctionnaires africains qui parfois sont envoyés en stage en France ou en Europe et pour avoir un partage d'expérience avec eux. On a créé cette école en 2018. La première année, nous avions une promotion d'une quarantaine d'élèves, ce qui est plutôt pas mal. La deuxième année également, puisque le format était une formation sur 3 ans, qui n'est pas diplômante en tant que telle, mais qui est certifiante avec une attestation. Et dans le courant de la troisième année, bon, le Covid est arrivé. On a dû basculer en distanciel, ce qui a quand même eu pas mal d'impact sur le modèle et le projet de départ. Là, nous sommes dans la relance de l'enseignement. Ce que nous avons pour le moment lancé au début du mois d'octobre, c'est une formation en études supérieures panafricaines qui est spécifiquement dédiée aux membres de la Ligue panafricaine Umoja. Il y a une classe d'une petite vingtaine, trentaine d'élèves qui suit une formation de 40 heures spécifiquement sur les questions panafricaines, partenariat avec l'école politique africaine, puisque l'un des travaux aussi au niveau de la Ligue panafricaine, c'est justement de conscientiser, former dans la diaspora et sur le continent suffisamment de personnes qui seront ensuite en mesure de défendre les intérêts de l'Afrique, où qu'elle soit, et aussi, je dirais, d'assumer des responsabilités lorsque nous aurons, je dirais, plus haut niveau, modifié la donne. Nous faisons également un travail de lobbying diplomatique, également un travail, je dirais, de construction de réseaux sociaux, économiques et culturels qui vont vraiment dans le sens d'être autonomes et de nous constituer en sujet politique dans le sens qui compte. Parce que nous sommes dans des sociétés où si vous ne comptez pas sur le plan économique ou politique, eh bien vous êtes rapidement discrédité et asservi. Asservi, exactement. C'est formidable tout ça. Je veux dire franchement, c'est heureux de ma part de pouvoir rencontrer un enfant qui me permet de dire oui, après ma génération, après les vieilles personnes que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un déluge. Il doit y avoir quelques lueurs, quelques espoirs quelque part. Ça fait du bien.
Ça fait du bien, mais alors continue parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et s'il n'y a pas des gens comme vous pour essayer de conscientiser les autres, c'est vraiment la déroute. C'est la déroute parce que, mine de rien, il y a quand même plus d'Africains qui ne sont pas du tout à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'Africains qui ne sont même pas informés de ces choses-là, alors que ça existe. Pour finir, vous ne faites que répéter en d'autres mots ce qui existe, ce qui a existé. Mais certaines personnes, même de votre génération, ne savent pas que ces choses ont existé. Ou bien, s'ils veulent essayer de rattraper quelque chose, ils tombent toujours sur ceux qui proposent des solutions les plus faciles, le bonheur prêt à être consommé. Et vraiment, je peux qu'encourager ceux qui fonctionnent comme toi. Allez-y, allez-y. Et l'avenir alors, comment tu vois ça? Je veux dire, y compris par rapport à cette institution, au panafricanisme d'une manière générale, et même à ta vocation d'historien. Comment tu vois ça dans l'avenir? Quels sont les projets les plus proches et comment tu comptes orienter l'ensemble dans une certaine cohésion? Déjà pour ta satisfaction, j'espère. Parce que je ne suis pas assez chrétienne pour aimer le sacrifice. Je suis chrétienne, mais estimant tout simplement qu'on ne doit pas sacrifier, on doit faire tout pour être dans ce qu'on fait, c'est-à-dire pour vivre ce qu'on fait et y trouver même la joie d'être ce qu'on est. Pris de cette manière-là, comment tu vois l'avenir de tout ce que tu fais? Comment tu t'y vois dans l'avenir? Bon, moi je pense que chaque génération, comme disait Fanon, doit identifier sa mission dans une relative opacité, la trahir ou la remplir. Donc j'ai le sentiment que les générations qui nous ont précédés ont aussi fait leur part, qu'elles continuent de faire leur part. Et je m'inscris, je dirais, dans la continuité. J'espère jusqu'à la fin de mon dernier souffle être dans ce combat. Je ne suis pas dans une logique de martyr. Je pense qu'on a passé ce stade-là. Il est important, je dirais, de se préserver Oui. et d'être utile partout où on peut l'être. Donc, de ce point de vue, je souhaite vraiment qu'au niveau, par exemple, de la Ligue panafricaine Umoja, cette organisation puisse grandir, qu'elle puisse atteindre une certaine maturité, qu'elle puisse se développer, se déployer partout où cela est nécessaire, qu'elle puisse également contribuer avec d'autres au basculement qu'il y a aujourd'hui sur le continent africain, vers le continent africain au travers de la jeunesse qui est de plus en plus importante du point de vue démographique et sociologique. Et en attente aussi, hein? Et en attente énorme. Et cette jeunesse a besoin de... Il y a une grande demande, oui. Il y a une grande demande. Elle a besoin de cadres, elle a besoin de repères, elle a besoin de modèles, elle a besoin d'expérience, elle a besoin de faire ses propres erreurs et elle a besoin, je dirais, d'être corrigée de manière bienveillante. Il y a toute une politique d'éducation au panafricanisme qui est à faire aujourd'hui, et sur le continent et dans la diaspora. Et cette politique d'éducation, c'est celle à laquelle je veux continuer tout simplement à m'atteler, former. Je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est aussi essentiel d'être dans le panafricanisme du réel, c'est-à-dire de ne pas être dans des approches trop romantiques, radicales pour être radicales, mais être vraiment sur du concret et du réel. Donc je dis souvent que les fourmis ne font pas de bruit, parce que je pense que c'est souvent dans le silence que les choses se construisent et qu'elles aboutissent le mieux. Donc là, de ce point de vue, je crois que nous avons aussi un travail à faire vis-à-vis du vertical, c'est-à-dire vis-à-vis des pouvoirs en Afrique aujourd'hui, pour que demain nous ayons de meilleurs dirigeants, de meilleurs représentants, de meilleurs pouvoirs. Et ça passe par l'éducation. Arrête, Hamza, arrête, tu risques de me convertir au panafricanisme.
Ça suffit. Ça suffit, c'est un peu trop bon là. Ça, Non, mais c'est très important. Il n'y a pas d'âge hein, pour rejoindre. oui, c'est ce que j'ai compris, mais je te dis, arrête là. Arrête là. Mais ce qui est certain est que tu reviendras. Non seulement tu reviendras, mais je vais m'organiser pour cette émission de façon à accueillir plus de membres, y compris des jeunes, qui veulent donner aussi leur point de vue, bien sûr, avec l'accord de la rédaction, si ça ne les dérange pas. Je te remercie de tout cœur. C'est sûr que tu vas revenir. Je ne sais pas sous quelle forme, mais la porte est grandement ouverte là. Euh, Dès le premier jour, je me répète, dès le premier jour que je t'ai vu à Lausanne, je me suis dit, voilà quelqu'un sur qui on peut investir, euh, je dis en pensée, en prière, en attente aussi. En attente aussi. Et là, tu ne me déçois pas. Tout au contraire. Tout au contraire. Merci. Continue. Continue. Tu auras toujours mon soutien. Tu auras toujours mes prières. Mes maigres forces t'attendent quelque part. Et que Dieu te bénisse, mon enfant. Merci à santé. Merci. Sinon, c'est vraiment un honneur. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. C'est rien. Bon, à très bientôt, à la semaine prochaine pour une autre séance. Merci, merci.